Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com. Salut et bienvenue à un nouveau numéro d'Afrique-Chine, un podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Au micro, c'est Christian Géraud et je suis heureux de vous avoir pour les prochaines 45 minutes. Avant de plonger dans notre discussion de cette semaine, j'ai quelques annonces à vous faire. Comme nous l'avions dit au lancement de notre site, le projet Afrique-Chine sera gratuit et d'accès libre pendant un mois à dater de son lancement. Nous l'avions mis en ligne depuis le 7 mars dernier et nous espérons que vous appréciez le travail que nous abattons. Nous serons heureux de recevoir vos feedbacks pour nous améliorer et pour vous produire un contenu de qualité que vous apprécierez davantage. Et donc, à dater du 7 avril prochain, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un accès complet au contenu de notre site, notamment la newsletter hebdomadaire que nous allons bientôt lancer et qui va condenser l'essentiel de l'actualité chinoise hebdomadaire sur le continent. Et donc, à partir du 7 avril prochain, vous allez devoir vous abonner pour avoir un accès libre, total et complet au contenu de notre site. La deuxième annonce, c'est avec la China Africa Project, qui est l'édition anglophone du projet Afrique-Chine. Nous allons lancer des espaces de discussion sur Twitter en anglais pour aborder certains sujets d'actualité. Évidemment, le public francophone n'est pas en reste parce que nous allons aussi lancer des espaces de discussion sur Twitter en français, mais là, nous allons aborder et approfondir les discussions que nous avions eues avec nos invités sur les podcasts. Donc, comme les podcasts sont limités dans le temps, nous ne saurons pas aborder tous les sujets, toutes les questions durant le podcast. Et donc, dans les espaces de discussion, nous allons recevoir les invités et le public pour justement aborder ces questions que nous n'avons pas eu le temps d'aborder durant le podcast. Ceci donnera justement l'opportunité au public de participer et de poser ces questions que nous n'avions pas eu le temps de pouvoir aborder en profondeur. Et donc, voilà pour les annonces. Cette semaine, dans Afrique-Chine, nous parlons du projet Simandou en Guinée. Le projet Simandou est l'une des plus grandes réserves de fer au monde. Si elle entre en activité, elle produira près de 200 millions de tonnes de fer par an, faisant de la Guinée l'un des plus grands producteurs de fer après l'Australie, le Brésil, la Chine et l'Inde. À cause de son potentiel, il revêt un intérêt stratégique et économique pour la Chine qui tient à réduire sa dépendance au fer australien, dont elle dépend à près de 60%. Il y a quelques jours, le gouvernement guinéen a décidé de suspendre tous les travaux sur le site de Simandou. Une décision qui est de nature à inquiéter les autorités chinoises, mais aussi les autres acteurs présents sur le terrain, dont le géant minier anglo-australien Rio Tinto. Rio Tinto qui est le premier propriétaire du bloc de Simandou depuis 1996. Aujourd'hui, elle est partenaire avec une compagnie chinoise. Pourquoi cette décision du gouvernement guinéen? Qu'est-ce que cela implique et quel avenir pour Simandou? Pour en parler, j'ai reçu Hervé Lado, directeur chez NRGI, Natural Resource Governance Institute, l'Institut pour la gouvernance des ressources naturelles, et M. Amadou Ba, directeur de l'ONG guinéenne Action Mine. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast d'Afrique-Chine pour parler d'un sujet très intéressant qui est le projet Simandou en Guinée. Avec vous, nous allons décortiquer les derniers développements qui affectent ce projet, notamment la décision du gouvernement guinéen de suspendre les travaux. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pouvez-vous en quelques mots rapidement vous présenter à nos auditeurs? On va commencer par Monsieur Amadou Ba. D'accord, merci. Moi, je suis Amadou Ba. Je suis directeur exécutif de l'ONG Action Mine Guinée. Très bien, je suis Hervé Lado, directeur régional Afrique centrale et de l'Ouest pour Natural Resource Governance Institute, NRGI, qui est l'Institut de gouvernance des ressources naturelles spécialisé dans l'appui au gouvernement et des sociétés civiles pour l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier et gazier. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Amadou. Vous êtes là, vous êtes des personnes qui êtes certainement les plus qualifiées en ce moment, avec lesquelles nous pouvons avoir ces discussions sur le projet Simandou. Il y a quelques jours, presque 10 jours, le gouvernement guinéen a décidé la suspension de tous les travaux sur le site, sur le projet Simandou.
En bref, d'abord, avant de plonger, je vais rappeler que Simandou, c'est le projet de fer, c'est la mine de fer qu'il y a en Guinée. C'est l'une des plus grandes mines de fer au monde et elle n'est pas encore exploitée en Guinée. Et donc, le gouvernement guinéen a décidé de suspendre les travaux. Avec vous, nous allons aborder les questions de savoir qu'est-ce que la décision du gouvernement implique et comment nous en sommes arrivés là. Mais avant d'arriver là, nous allons d'abord essayer de comprendre. Monsieur Amadou, essayez un peu de nous donner l'historique du projet Simandou. Le projet Simandou a une histoire très tumultueuse. Ça a commencé en 1996, année à laquelle Rio Tinto a eu ses premières autorisations de reconnaissance sur le Simandou. Rio Tinto a acquis les 4 blocs de Simandou à travers une convention signée en 2002. Et au fil du temps, l'État guinéen a constaté l'inaction au niveau de Rio Tinto. L'État a repris les blocs 1 et 2 des mains de Rio Tinto. Ça a été rétrocédé par Rio Tinto. Ces blocs 1 et 2 ont été octroyés dans des conditions, peu transparentes à Benistey-Mez. Le groupe Benistey-Mez a signé un accord de vente de ses actifs à Vallée. Il y a eu du super profit, c'est-à-dire une spéculation à outrance d'une somme de 2,5 milliards de dollars. Rio Tinto a gardé les blocs 3 et 4 sur Kanga et le pic de fond. Donc, il y a eu un litige entre l'État guinéen et Vallée et Benistey-Mez au CIRDI, au Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. Entre-temps, un accord à l'amiable a été trouvé entre l'État guinéen qui lui permettait, de reprendre les blocs 1 et 2 de Simandou et de pouvoir les mettre sur le marché international à travers un appel d'offres. Et c'est ce qui fut fait. En 2020, la Guinée a octroyé à travers une convention signée le 9 juin 2020 cette concession à Winning Consortium Simandou qui a remporté l'appel d'offres au détriment de Fortescue. Donc d'un côté nous avons Rio Tinto sur les blocs 3 et 4, de l'autre côté nous avons Winning Consortium Simandou sur les blocs 1 et 2. Maintenant la question qui se pose c'est comment faire de sorte que les infrastructures qui ont toujours été à la base du retard de ce projet soient construites. En ce moment, l'État guinéen a signé une convention ferroviaire et une convention portuaire, donnant un peu la primauté à Winning Consortium Simandou en ce qui concerne la construction du chemin de fer. Entre-temps, Rio Tinto, qui est sur les blocs 3 et 4, est revenu en force pour une fois encore relancer ses activités et relancer le débat sur la mutualisation des infrastructures qui se posent. À ce niveau, il y a eu, l'État guinéen a mis la charrue avant les bœufs, sachant bien qu'il y avait Rio Tinto sur les blocs 3 et 4. Il aurait pu commencer par une négociation entre les deux entreprises pour qu'on mette en place une co-entreprise qui va se charger de lever les fonds, qui va se charger de construire le chemin de fer. Et ensemble, l'État guinéen avec cette société allait s'entendre sur les normes techniques de construction, les normes environnementales applicables, ainsi que la cogestion des infrastructures. C'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, l'État guinéen, obligé de revenir à la charge, a suspendu toute activité sur le Simandou pour mettre la pression sur les entreprises afin qu'elles s'entendent. Actuellement, les négociations sont en cours. Avant d'aller plus loin, nous allons revenir un peu en arrière. En 1996, Rio Tinto obtient les droits auprès de l'État guinéen. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Quand on connaît l'importance que Simandou a au niveau mondial, Simandou est l'une des plus grandes réserves de fer au monde qui est inexploitée. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui les obstacles au développement de Simandou depuis 1996? Ça fait aujourd'hui près de 26 ans quand même. Pourquoi le projet Simandou n'a-t-il jamais réellement décollé? On va commencer par M. Hervé Lado. Oui, l'histoire de ce projet est effectivement marquée par des turbulences importantes
il me semble que le problème majeur est celui de l'attractivité du projet, non pas en raison de la qualité du minerai, qui est en effet de très haute qualité, mais plutôt de l'absence d'infrastructures. Il faut pas oublier que en Guinée, la plupart des projets miniers ont une forte composante infrastructure en raison de la faiblesse des infrastructures existantes dans le pays. Autrement dit, le gisement étant situé très loin du port de Conakry, il a été très difficile jusque-là de penser un montage qui permette de réaliser à la fois l'infrastructure de plus de 600 km de voies ferrées pour exporter le minerai vers le port de Conakry, sachant que la Guinée a tenu jusque-là à ce que le transport se fasse via le territoire guinéen et non par le port, un port du Libéria qui est beaucoup plus proche. En fait, c'est la raison principale, c'est l'éloignement, c'est 650 km des côtes guinéennes. Compte tenu de la faiblesse des infrastructures en Guinée, Rio Tinto a toujours présenté l'argument selon lequel elle a du mal à mobiliser, disons, les financements nécessaires à la réalisation des infrastructures, le chemin de fer, ainsi que le port en eau profonde du côté de Forêt-Caria. Ça a été l'argument principal. Et il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu AIOG qui s'était engagé en 2012 à accompagner, à former le pacte des investisseurs en ce qui concerne la réalisation des infrastructures, mais ça, avec bien sûr une part de l'État de 51% dans AIOG, ça n'a pas marché. Finalement, Rio Tinto a repris la main pour pouvoir constituer, donc Rio Tinto a repris la main pour pouvoir mobiliser les fonds. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs réunions qui se sont tenues à Paris et à Beijing ou encore à Londres. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Et en ce qui concerne, disons, le projet, il y a aussi le manque de volonté de Rio Tinto de mettre en œuvre ce projet. Parce que Rio Tinto a toujours publié dans ses rapports annuels ou encore sur son site, ce qu'ils appellent les 10 priorités de Rio Tinto. Donc le Simandou n'a jamais été, pendant ces 15 dernières années, comme une priorité de Rio Tinto. Donc ils se sont beaucoup plus concentrés sur la mine de Pilbara ou encore leur mine nouvellement ouverte en Mongolie. Donc c'est l'énormité de l'investissement, la fragilité institutionnelle et surtout l'instabilité politique aussi ont servi d'argument pour Rio Tinto pour ne pas faire avancer le projet pendant tout ce temps. Et n'oublions pas un aspect qui est lié aussi au marché du fer, du minerai de fer, qui justifie souvent l'évolution aussi des engagements. Lorsque le prix du fer est élevé, les engagements se font plus précis, comme en ce moment. Lorsqu'il baisse de manière sérieuse, comme après 2012-2013, les engagements se font rares aussi sur le projet. Donc, cet aspect à prendre en compte également. En effet, l'aspect du coût des matières premières est un aspect qui revient très important, qui revient très souvent dans le développement des projets miniers. On le voit ailleurs, d'ailleurs, sur des gros investissements. Dès lors que les cours des matières premières baissent, les coûts de production, les coûts d'exploitation augmentent pour les opérateurs miniers qui ont tendance à lever le pied sur les différentes opérations qu'ils mènent. Et donc, lorsque l'on voit un peu comment les enjeux, le coût et la taille même du projet de Simandou, avec l'obligation que le gouvernement guinéen impose que le fer soit exporté à partir du territoire guinéen, il faut prendre en considération le fait que lorsque les coûts du fer baissent, Rio Tinto lève le pied. Mais le fait qu'on aborde la question, qu'on aborde les intérêts de Rio Tinto va nous permettre de rebondir un peu plus tard pour comprendre un peu la synergie que Rio Tinto détient avec un de ses partenaires chinois, la Chine qui a un intérêt particulier par rapport à Simandou.
Monsieur Amadouba a décrit un peu l'évolution de Simandou, l'historique de Simandou. Aujourd'hui, on a 2 blocs de Simandou, le bloc 1 et 2, qui est aujourd'hui sous le contrôle du consortium SMB Winning avec une compagnie chinoise, et puis le bloc 3 et 4 qui est sous le contrôle de Rio Tinto et de son partenaire Chinaco. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre ces acteurs des différents blocs? Aujourd'hui, les acteurs du bloc 1 et 2 et les acteurs du bloc 3 et 4, comment travaillent-ils, ou bien est-ce qu'ils travaillent même en synergie dans le développement de ce projet Simandou? D'autant plus qu'ils sont tous astreints à pouvoir construire la voie de fer pour pouvoir évacuer les matières premières. Monsieur Hervé. Alors, ce que vous notez au sujet d'être contraint de travailler ensemble sur les infrastructures est un élément fondamental pour comprendre d'une certaine manière l'obligation pour ces acteurs des 4 blocs de travailler ensemble, puisque le gouvernement guinéen tient absolument à ce que désormais les projets miniers se fassent dans le cadre de la mutualisation des infrastructures. Il y a eu beaucoup d'infrastructures développées ces dernières années sur des projets de bauxite qui étaient des infrastructures privées. Alors, le gouvernement veut désormais que les projets se développent avec toujours cette volonté, cette démarche d'intégrer d'autres acteurs miniers, mais aussi au-delà, d'autres acteurs de l'écosystème économique local, régional, national, pour que tous exploitent, utilisent ces infrastructures et qu'il y ait des effets induits dans l'économie, positifs dans l'économie guinéenne. Alors, pour revenir précisément à votre question, effectivement, il y a des contacts qui ont été renoués, ou disons noués depuis la signature du contrat sur Simandou 1 et 2, avec les Rio Tinto et Chinalco qui ont le bloc 3 et 4, les blocs 3 et 4. Et ces contacts-là visent justement à étudier les conditions dans lesquelles ces infrastructures peuvent être réalisées ensemble, ou voilà, en tout cas, quelle contribution chaque acteur peut y apporter. Sachant que ce n'est pas une mince affaire, le rythme de réalisation des projets n'est pas le même. Il a été beaucoup plus lent du côté Rio Tinto jusque-là. Il se veut extrêmement rapide du côté de SMB Winning et Wekiao Shandong. Et donc, il y a ce défi à relever, mais les contacts ont lieu et le gouvernement aura certainement envie de les faire travailler davantage ensemble et d'avoir un calendrier clair des 2 côtés. Et c'est probablement la raison pour laquelle le gouvernement a demandé la suspension des travaux récemment. Monsieur Amadouba? Oui, en fait, ça découle d'une politique générale de l'État qui vise à développer les infrastructures à travers les corridors. La Guinée a identifié 3 corridors miniers. Il y a le corridor sud, il y a le corridor central et le corridor nord-ouest. Donc la Guinée tient coûte que coûte à mettre en œuvre les infrastructures ferroviaires et connexes de ces 3 corridors pour pouvoir un peu booster l'économie locale, pour pouvoir profiter des investissements miniers pour désengorger, l'intérieur du pays qui est en manque criard d'infrastructures routières ou de voies d'accès. Donc, c'est une politique intérieure de la Guinée et cette politique a été soutenue par, un protocole que la Guinée a élaboré par l'entremise d'un des anciens ministres qu'on appelle Alpha Madi Camara, qui a soutenu que ces corridors soient mis en œuvre en Guinée pour ne pas que notre croissance, le fruit de la croissance de la Guinée, soit partagé avec le Libéria, à l'époque qui venait de sortir d'une guerre civile qui n'était pas trop fiable. Donc il ne faut pas miser sur le Libéria parce que la situation politique était encore volatile dans cette localité. Et quelques années après, le Libéria, il y a eu la Côte d'Ivoire qui a également développé le port de San Pedro, sur lequel on pouvait se rabattre pour pouvoir mettre en œuvre le Nimba et peut-être le Simandou. Mais là aussi, il y a eu une crise pendant 10 ans
en Côte d'Ivoire. Donc finalement, les autorités guinéennes se sont ravisées pour dire que voilà, la seule option viable pour nous, c'est de mettre en œuvre le Transguinéen. 96, 2022, 2021, l'année passée, nous ne pouvons pas parler du projet Simandou, nous ne pouvons pas parler des décisions qui ont été prises récemment et du retard que le projet Simandou a connu sans aborder la question de la gouvernance et de la transparence de la gouvernance autour du projet Simandou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Amadouba, sur la gouvernance au niveau de l'État? Parce que vous avez tout à l'heure mentionné la question de la défaillance au niveau de la gouvernance de l'État sur la transparence dans la gestion du projet Simandou de 1996 jusqu'à 2021, avant le coup d'État. Il faut dire que l'opinion publique pense que l'État guinéen a suffisamment montré sa faiblesse dans la gestion de ce projet, dans la mesure où les délais contractuels qui étaient assignés à Rio Tinto ont tous été violés. Et c'est ce qui d'ailleurs, sous l'effet des critiques, avait poussé l'État guinéen à éclabousser, disons plutôt, à demander à Rio Tinto de pouvoir réparer les pertes subies pendant tout ce temps, dû au fait que la société ne respectait pas, disons, ses engagements en ce qui concerne l'exploitation du Simandou. Entre-temps, il y a également cet accord passé en 2009 entre Chinalco et Rio Tinto. Vous savez que Rio Tinto était éclaboussé par une dette à l'international. En 2009, elle était obligée de faire recours, de faire une récapitalisation, et ce qui lui a conduit à négocier avec Chinalco. Et Chinalco a injecté, selon les informations financières internationales, 19,5 milliards de dollars dans Rio Tinto, qui est la maison mère. Donc, entre-temps, il y a eu un accord qui n'a pas été déclaré à l'État guinéen entre Chinalco et Rio Tinto. Donc, ces deux aspects, le retard et cet accord qui n'a pas été suffisamment notifié à la Guinée pour savoir s'il y a eu du superprofit dans la transaction, l'État guinéen a imposé à Rio Tinto de payer un montant de 700 millions de dollars au titre d'un accord transactionnel. Et c'est ce qui a permis à l'État, une fois encore, de relancer le débat avec Rio Tinto. Donc, en ce qui concerne la transparence, l'opinion pense que l'État guinéen a suffisamment été complaisant vis-à-vis de Rio Tinto, vis-à-vis de certains investisseurs dans le projet. Et d'ailleurs, certains estiment que l'État guinéen n'a pas été stratège en épinglant Béni Sémès dans une affaire de corruption et porter l'affaire, disons, devant les juridictions. Il fallait juste trouver peut-être un terrain d'entente et infliger une pénalité à Béni Sémès et laisser Vallée continuer, parce que Vallée avait suffisamment de moyens à l'époque, était motivé pour la réalisation des infrastructures. Et ceci allait fouetter un peu l'orgueil de Rio Tinto pour pouvoir aussi accélérer le pas. Et ça aurait permis à la Guinée de pouvoir obtenir un accord de mutualisation entre les deux sociétés pour pouvoir avancer. Là aussi, il y a eu un problème de corruption qui a refait surface. Donc, je pense que l'État guinéen a ce défi de transparence, ce défi de constance et ce défi, bien entendu, de pouvoir être en mesure de discuter de façon responsable et surtout exprimer sa souveraineté sur ses ressources vis-à-vis des multinationales. 2009, Chinalco entre en partenariat avec Rio Tinto. Nous avons là la première intervention d'une société chinoise dans le projet Simandou. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre discussion où nous abordons justement la question de la présence chinoise dans le projet Simandou. Lorsque Chinalco entre dans 2009 dans le projet Simandou avec Rio Tinto, la Chine dépend à l'époque, encore en 2009, fortement du fer australien. Je donne ici un background à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu où est-ce qu'on va en arriver. La Chine a un partenaire privilégié pour son fer, c'est l'Australie et le Brésil. Avec le temps, le temps évolue. La Chine et l'Australie connaissent des problèmes politiques et la Chine se rend compte qu'elle ne saurait plus dépendre
davantage du fer australien, il lui faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Elle se tourne vers le Brésil, évidemment, et puis elle se tourne aussi vers l'Indonésie, mais évidemment, elle se tourne aussi vers l'Afrique, en Guinée, où il y a le projet Simandou. Nous avons là la présence chinoise dans le projet Simandou. 2020, une autre entreprise chinoise entre dans le projet avec SMB, la société minière de Mobé, je crois, qui entre en partenariat avec Shandong Weiqiao et une compagnie singapourienne sur le bloc 1 et 2. Sur le bloc 3 et 4, nous avons Chinalco et Rio Tinto. Les Chinois sont là sur le projet. Tout à l'heure, M. Amadouba disait, et ça avait même été mentionné aussi par M. Hervé Lado, le fait que Rio Tinto traînait un peu des pieds pour le développement du projet. Aujourd'hui que la Chine est dans le projet et que la Chine a intérêt à ce que le projet Simandou s'accélère parce qu'elle veut réduire sa dépendance au fer australien. Comment les changements qui sont en train de s'opérer, notamment la décision de la suspension des travaux aujourd'hui, impactent les intérêts chinois sur le projet Simandou? Monsieur Hervé Lado. Alors, les intérêts de la Chine par rapport à ces blocs n'ont pas changé. C'est-à-dire que la décision du gouvernement guinéen intervient sans que du côté chinois, il y ait une inflexion par rapport à leur ambition, l'ambition de la Chine de sécuriser ses approvisionnements en minerais de fer provenant de Guinée. La qualité du minerai n'a pas changé non plus. Certes, les autorités ont changé, mais les besoins restent les mêmes et vont peut-être même s'accentuer avec les bouleversements géopolitiques qu'on observe actuellement à cause du conflit Russie-Ukraine. Donc, ce besoin-là, il demeure. Autrement dit, les partenaires chinois des deux projets, on peut s'attendre à ce qu'ils demeurent très engagés dans le projet et qu'ils soient même extrêmement moteurs aux côtés de Rio Tinto d'une part et de SMB d'autre part, dans les nouveaux accords qui vont être, ou bien les clarifications qu'ils vont apporter aux nouvelles autorités après cette suspension. On devrait s'attendre, sauf surprise, à ce que ces partenaires chinois rassurent le gouvernement. Ils l'avaient déjà fait jusque-là depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, rassurent les autorités sur leur engagement, leur volonté de poursuivre les deux projets. Et donc, je pense que ce qu'il faut se poser, vous avez évoqué la gouvernance tout à l'heure, la question qu'il faut se poser, c'est clairement, vu la célérité à laquelle les partenaires chinois veulent avancer sur ces projets, il est pertinent de se demander comment les questions difficiles qui sont celles de la protection de l'environnement, notamment des impacts environnementaux et sociaux. N'oublions pas que ce sont des projets gigantesques avec un chemin de fer de 650 km, une infrastructure portuaire et puis le site même de production. Ces impacts environnementaux et sociaux comment cette question est abordée dans le cadre de ces projets. Ce qu'on observe, et c'est peut-être pour la première fois qu'on le voit dans ce type dans le contrat de Simandou bloc 1 et 2, c'est que l'État s'était engagé à délivrer en 30 jours, lorsque le dossier est complet, les autorisations nécessaires en matière environnementale et sociale. C'est plutôt inédit dans ce type de contrat, et ce qui interpelle véritablement les acteurs de la société civile et même les autorités gouvernementales à accroître la vigilance en matière sur les exigences, sur le respect des études d'impact, des plans d'engagement, des plans de gestion environnementale et sociale de ces projets. Donc oui, il y a des préoccupations, il y a un engagement des autorités, des entreprises chinoises, mais il y a des préoccupations nouvelles qui doivent intéresser les organisations de la société civile, les autorités guinéennes, pour s'assurer que ces projets se développent certes vite, mais dans le respect des populations et de l'environnement. Monsieur Amadouba,
les investissements chinois en Afrique, les investissements miniers principalement, sont souvent accusés de prendre des raccourcis avec les gouvernants, surtout dans les pays où la corruption est assez élevée, en matière de protection de l'environnement, des normes environnementales. Est-ce qu'au niveau de la société civile guinéenne, avez-vous observé, avec la présence justement de ces nouveaux investisseurs au niveau du bloc 1, au niveau de tous les deux blocs, avez-vous observé une obéissance ou bien une soumission aux normes environnementales de la part de ces investisseurs, des compagnies chinoises impliquées dans ces projets? Il faut dire que la particularité des investissements chinois, c'est leur, façon de se mouler dans, le système politique du pays. C'est-à-dire, ils sont toujours d'accord, ils sont toujours de connivence avec l'élite politique. Et c'est ce qui fait que il y a cette célérité dont M. Lado parlait. Ils ont rapidement avancé, ils ont réalisé les études d'impact social et environnemental des 4 tunnels, c'est-à-dire de Mamou et de Kindia, les études d'impact environnemental du chemin de fer, ainsi que les études d'impact environnemental de la zone de stockage au niveau du port autonome, donc du port plutôt minéralier à Forécaria. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que Winning Consortium Simandou, qui s'est engagé, bien sûr, à mettre en œuvre dans ses différentes études la norme de performance de la SFI, est-ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre de façon stricte la norme de performance de la SFI? C'est la question qui se pose aujourd'hui, d'autant plus que l'un des actionnaires de cette société, c'est-à-dire le Winning Consortium Simandou, a fait ses preuves à Bokeh. Dans la société SMB, la société minière de Bokeh, qui exploite la bauxite, il y a eu des dégâts environnementaux dénoncés par les communautés et qui aujourd'hui font l'objet d'un litige entre la société et les communautés. Et je pense bien les prochains jours, ce litige va éclater au grand jour pour être discuté entre les deux parties. Donc, il y a cette question de responsabilité sociale et environnementale des sociétés chinoises. Et je pense que il y a matière à se questionner dans la mesure où nous avons des institutions fragiles. Nous avons une agence qu'on appelle l'AGE. L'AGE, c'est l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale qui remplace l'ancienne structure, le BGE, qui n'a pas la ressource humaine nécessaire au suivi de ce gigantesque projet, qui n'a pas les moyens financiers, mais aussi logistiques, lui permettant de faire un suivi très rapproché de ce projet, dans la mesure où il y a plusieurs dizaines d'autres de projets qui évoluent dans le pays. Donc, il y a cette question qui se pose. Et nous, notre organisation a analysé les engagements environnementaux et sociaux et surtout les questions de transparence dans les conventions signées par la société avec l'État. Et on se rend compte qu'ils se sont arrangés pour mettre une disposition qui est problématique que nous avons dénoncée, c'est-à-dire c'est de mettre sous le sceau de la confidentialité les audits environnementaux. On a dit que c'était inacceptable, c'est en violation de l'article 9 du code de l'environnement guinéen, c'est en violation des principes internationaux qui gouvernent l'environnement. Le principe de l'information environnementale, c'est-à-dire la disposition de l'information environnementale pour les citoyens, pour les différentes parties prenantes, est un principe non négociable en matière d'exploitation minière. Parce qu'il faut informer les gens de l'évolution de la mise en œuvre des engagements contenus dans le plan de gestion environnementale de la société au jour le jour. On ne peut avoir ces informations qu'avec les audits environnementaux réalisés par les agences de l'État accréditées en la matière.
Donc, si on met cela dans la convention, c'est que c'est un biais déjà. Ils ont biaisé la procédure. Et nous avons dénoncé cela. On a eu une réunion avec Winning Consortium Simandou, qui était représenté par son directeur de développement durable et le responsable de l'environnement et des relations communautaires, qui ont reconnu que c'était certainement une erreur et qu'ils vont tenter de discuter avec le gouvernement. On a remonté la même, remarque à l'AGE et également au ministère des Mines qui ont promis de prendre en compte et de ne pas tenir compte de cette disposition dans la pratique réelle. Donc, il y a de ces choses qui éveillent les soupçons de connivence entre parfois l'élite politique qui négocie les conventions et bien sûr les sociétés chinoises. Tout à l'heure, monsieur Amadouba a mentionné la norme SFI. Pour nos auditeurs, je voudrais clarifier. Les normes SFI sont des normes qui définissent les critères de durabilité à l'environnement, le social, la santé, la sécurité que doivent respecter tous les investissements tout au long de la durée de leur vie. Donc, c'est important. Lorsque les investissements miniers se font sur le terrain, ils doivent justement obéir à ces normes SFI pour justement garantir la protection de l'environnement. Tout à l'heure, on a mentionné le fait que les investissements chinois, les investisseurs chinois ont cette tendance, la remarque qui leur est souvent faite, c'est de pouvoir s'accommoder à l'environnement et à l'élite politique d'un pays. Si cette élite politique et l'environnement politique est corrompu, ils tendront à se mouler un peu à cet environnement et à s'adapter à l'environnement politique qui existe. Mais ici, nous avons un contexte assez intéressant. Nous avons d'un côté Rio Tinto, qui est en partenariat avec Chinaco. Rio Tinto, une entreprise anglo-australienne qui est, elle, soumise à des obligations de transparence au niveau de ses actionnaires à l'étranger, au niveau des marchés internationaux. Elle a un partenariat avec Chinaco qui n'a pas les mêmes exigences forcément vis-à-vis de l'État chinois et même vis-à-vis de l'international. De l'autre côté, nous avons la SMB, où est-ce que vous avez la société minière de Bokeh, vous avez Shandong Wetia, un autre partenaire chinois. Tout au long du développement de Simandou, la SMB avait été de temps en temps accusée de connivence avec les élites politiques guinéennes et de corruption. Mais du côté de Chinalco, avec Rio Tinto, est-ce que de ce côté-là, nous pouvons espérer voir une meilleure gouvernance de la part des investisseurs chinois de Chinalco qui travaillent avec Rio Tinto? Monsieur Hervé Lado. Oui, espérons-le. Et c'est ce qui est souvent rassurant, effectivement, dans ces partenariats, c'est de voir des acteurs de divers environnements soumis à des normes différentes s'associer. Et l'espoir, c'est que sur le terrain, les normes les plus exigeantes s'appliquent. Dans le cas d'espèce, Rio Tinto a plutôt une bonne réputation en général sur ces sujets, sur le développement régional et d'autres sujets liés à la protection de la nature. On peut espérer que, étant aussi promotrice d'un certain nombre de valeurs et de normes au niveau international, que ces normes internationales s'appliquent en Guinée. Alors, est-ce que ce sera le cas? Le nouveau code de l'environnement de la Guinée de 2019 devrait aider à renforcer cette application des normes les plus élevées, puisqu'il allait dans le bon sens. Il est allé dans le bon sens de rendre justement accessible, comme le recommande NRGI, notamment dans son indice de gouvernance des ressources, la publication, la réalisation des études d'impact, ça c'est déjà le cas, mais rendre public ces études, rendre public ces plans de gestion environnementale et sociale, rendre public les audits, les résultats des audits, de manière à ce que les populations, les communautés, les organisations de la société civile et l'État participent au débat de manière informée et se rassurent que les activités ne se font pas sur le dos de la nature et des populations. Ce que je soulignerais, peut-être nous pouvons souligner comme une recommandation à ces différents acteurs autour des deux grands projets, c'est une communication proactive sur leurs initiatives, de manière à ce que on sache peut-être de manière régulière, mensuelle, trimestrielle, il y ait un point de presse, un point avec la société civile, un point avec les communautés officielles sur l'avancement des projets, le respect des engagements pris
notamment dans ces études d'impact environnemental et social, et les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain pour que de manière inclusive, les solutions soient trouvées pour les résoudre. Question à nos deux invités. C'est une question d'ordre un peu géopolitique. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. J'ai mentionné tout à l'heure Rio Tinto anglo-australien, la Chine qui essaie de se libérer de la dépendance du fer australien. Rio Tinto qui, depuis 1996, on l'a entendu tout à l'heure, traîne un peu des pieds pour développer le projet Simandou. Nous avons deux acteurs, deux compagnies chinoises sur le projet des deux côtés, bloc 1 et 2, du bloc 3 et 4. Pouvons-nous envisager dans le futur que les deux compagnies chinoises fassent alliance pour pouvoir faire une offre à l'État guinéen et récupérer le projet Simandou? Monsieur Amadouba. Moi, je pense que la tendance est aujourd'hui en faveur de la Chine, pour plusieurs raisons. La Chine étant, la destination finale de fer, même produit par Rio Tinto en Australie, ainsi que le fer guinéen. Je pense qu'il y a aujourd'hui un choc ou un prolongement du combat géopolitique et avec, une mention économique entre l'Occident et la Chine. Et c'est ce combat qui est aujourd'hui en train d'être mené entre ces deux sociétés qui ont des cultures entrepreneuriales différentes, comme le disait Dr Lado. Je pense qu'il y a possibilité. Il y a déjà eu une première tentative. Il vous souviendra qu'en 2016, Rio Tinto avait publié un communiqué de presse qui laissait entendre qu'elle avait trouvé un accord avec Chinalco pour que Chinalco reprenne l'entièreté de ses actifs sur le Simandou. Et ceci était estimé à 1,3 milliard de dollars à l'époque, et que Rio Tinto abandonnait le projet. Au temps de Jean-Sébastien Jacques, qui était le PDG à l'époque de Rio Tinto. Bon, passé les 6 mois qui étaient, définis comme délai dans l'accord, Rio Tinto revenait dans le projet et allait une fois encore explorer d'autres pistes. Quand on a demandé à l'État guinéen quelle était sa position par rapport à cette vente, l'État guinéen a dit qu'il était d'accord avec la procédure, mais plutôt qu'après cette échéance, que toutes les options seraient ouvertes. Parmi les options, est-ce que c'était, une négociation directe entre l'État guinéen et Chinalco, à travers d'autres investisseurs, parce qu'à l'époque, l'État guinéen était très d'accord, était déjà en négociation très avancée avec la Chine par rapport à l'accord cadre sur, le financement des infrastructures, l'accord qu'on appelait les prêts adossés aux ressources naturelles, d'un montant de 20 milliards de dollars. Donc, il y a aujourd'hui cette tendance. Je pense qu'il y a la possibilité dans le futur, qu'il y aurait la possibilité dans le futur que Chinalco ou l'État chinois, à travers d'autres investisseurs ou d'autres sociétés, puissent engager une négociation allant dans le sens de racheter ou en tout cas de conclure un business plan assez fort pour pouvoir mettre en minorité Rio Tinto dans ce projet. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit dans l'ombre, c'est que Rio Tinto, à travers ces négociations, voudrait bien entendu imposer son calendrier à Winning Consortium Simandou dans les négociations. C'est-à-dire, il faut accepter qu'il y ait cette co-société qui sera créée et que chaque partie puisse mobiliser, selon certaines indiscrétions, une quarantaine de pourcents d'actifs et que l'État guinéen garde 15% dans la société. Ce sont des pistes qui sont explorées en termes de négociations, selon certaines indiscrétions, parce que les négociations sont en cours. Il y a le directeur de Rio Tinto actuellement en Guinée. Il y a également le directeur de Winning Consortium en Guinée qui sont convoqués régulièrement à la présidence pour discuter autour de ce projet. Donc, je pense qu'il n'est pas exclu que la Chine cherche à déjouer ce piège qui consiste à retarder
la production de Simandou pour pouvoir trouver un autre moyen, ayant déjà la liquidité et avec toute sa force de frappe en termes de capitaux. Je pense que cette option n'est pas à exclure dans le futur. Dans la perspective de la récupération du projet Total par des intérêts chinois, quelles seraient les recommandations que vous pourrez faire au niveau du Energia, M. Hervé Lado? Quelles sont les recommandations que vous pourrez faire justement pour éviter un peu les scandales qui sont liés à tout ce qui touche aux investissements chinois adossés aux investissements chinois liés aux infrastructures? Parce qu'on l'a dit au début de l'émission que le projet Simandou a un élément très essentiel que l'on ne voit pas dans plusieurs projets d'investissement minier ailleurs, c'est le fait que l'État guinéen oblige que l'exportation du fer guinéen se fasse à travers et à partir du territoire guinéen. Dans la perspective, ce n'est qu'une perspective. Dans la perspective où les intérêts chinois reprendraient la totalité du projet Simandou, quelles seraient les recommandations que vous pourriez faire justement pour que nous n'ayons pas les problèmes de mauvaise gouvernance, d'absence de transparence que nous voyons un peu sur les autres projets sur le continent? Monsieur Hervé Lado. Alors, vous y avez pratiquement répondu. Vous avez évoqué la transparence. Il s'agit en fait de deux mots-clés, la transparence et la redevabilité. Alors, ces principes de gouvernance ne résolvent pas tous les problèmes, mais au moins, ils permettent, en mettant l'information à la disposition du public, en mettant l'information de manière régulière, de manière assidue, à la disposition des parties prenantes, de résoudre les problèmes ensemble, de manière inclusive, de manière informée. C'est ce qui a pu être reproché au projet depuis le lancement il y a plusieurs décennies, c'est que très peu filtrait sur les transactions qui se passaient et sur la manière dont l'État comptait engager le secteur privé sur le sujet. Donc, transparence, redevabilité, publication, divulgation des documents qui vont permettre et des informations qui vont permettre aux acteurs, notamment de la société civile et des communautés, de participer de manière informée et encore une fois pacifique. Il ne faut pas oublier que ce projet a une forte connotation ou sensibilité sociale. C'est un projet auquel beaucoup de Guinéens sont attachés. Parce qu'on en parle depuis longtemps, parce qu'il est gigantesque, parce qu'il va intégrer davantage la Guinée dans le marché international, le marché mondial du fer, et donc en faire de ce pays un acteur incontournable sur la scène internationale, déjà sur la bauxite et désormais et bientôt sur le fer. Et alors, je dirais que la perspective que vous évoquez dépend aussi de l'inconfort, effectivement, que les acteurs comme Rio Tinto, SMB vont ressentir éventuellement à la suite des négociations en cours. À quel point vont-ils continuer à se sentir en sécurité dans ce projet? Est-ce que le rythme qu'ils veulent adopter dans la réalisation de ce projet ne va pas être contrarié par les ambitions de certains autres acteurs, notamment chinois, qui peuvent être beaucoup plus rapides, beaucoup plus, exigeants en termes de délai. Donc, voilà, je pense qu'au cours des prochaines semaines, en fonction de l'accord qui sera trouvé avec le gouvernement, on saura si cet inconfort est consacré ou si le projet continue avec les mêmes acteurs. Dans tous les cas, encore une fois, transparence, redevabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Nous atterrissons, mesdames et messieurs, sur ce podcast. Monsieur Amadouba, membre de la société civile guinéenne, quelles sont les perspectives de la société civile en termes d'action pour garantir que lorsque le projet, lorsqu'il va reprendre, on ne sait pas encore quand est-ce que le gouvernement va décider de la reprise du projet. Quels sont les mécanismes mis en place aujourd'hui par la société civile guinéenne pour garantir que, quel que soit le chemin que prendra le projet Simandou, que le projet profite à l'État guinéen et à la population de Guinée? Merci. Nous avons déjà commencé à dérouler ces activités. La première des choses, nous avons organisé une campagne de vulgarisation du contenu des conventions signées entre l'État guinéen et la société, par exemple Winning Consortium Simandou qui évolue sur le terrain.
On a analysé les points qui nous paraissent problématiques dans la convention de base ferroviaire et portuaire. Nous avons relevé ces points que nous avons partagés avec les parties prenantes, l'État et la société. Nous sommes actuellement, engagés à faire, l'analyse des plans de gestion environnementaux proposés par la société Winning Consortium Simandou. Pour être dans une situation où rien ne va nous échapper, que nous sommes prêts à relever les manquements conformément aux engagements contenus dans la Convention et les plans de gestion environnementaux validés par l'État au compte de l'entreprise. C'est à ce niveau. Et deuxièmement, c'est de faire l'observation au niveau de la transparence, exiger la redevabilité au niveau des structures de l'État, que l'AGE publie l'ensemble des études, des plans de gestion environnementaux ou les plans d'action de réinstallation et de compensation, ainsi que les grilles ou matrices de compensation qui seront utilisées dans le cadre de ce projet pour pouvoir, alimenter le débat, pour qu'on sache est-ce que les intérêts des communautés sont pris en compte, est-ce que les communautés sont protégées à travers, bien sûr, nos lois et les bonnes pratiques internationales, et faire de sorte que la Guinée ne soit pas un champ de bataille idéologique, économique entre des puissances. Sinon, c'est intriguant que ce soit pour la première fois en Guinée que la Chine condamne un coup d'État, dès après le coup d'État. Ça, c'est intriguant. C'est un précédent qui pratiquement lève des soupçons par rapport, bien entendu, aux investissements chinois qui sont aujourd'hui très nombreux dans notre pays. Et de l'autre côté, le fait que Rio Tinto revienne en force et que son retour a occasionné l'arrêt des activités jusqu'à ce qu'il y ait cette négociation, ça laisse présager en quelque sorte un blocus futur si l'État guinéen ne prend pas sa responsabilité à travers ces structures. On a une agence nationale d'aménagement des infrastructures créée qui est une entreprise publique qui devrait normalement rentrer pleinement en action pour pouvoir être la structure étatique qui catalyse tout ce débat, tout ce dialogue entre les entreprises pour pouvoir imposer les normes techniques admissibles en République de Guinée, les normes techniques de construction bien sûr admissibles en République de Guinée, et organiser l'intervention des différentes entreprises pour pouvoir, coordonner la mobilisation des fonds, mais aussi coordonner la mise en œuvre des activités sur le terrain, parce qu'au finish, les infrastructures seront utilisées par l'État guinéen, utilisées par les citoyens guinéens, après 6 ans d'exploitation, selon en tout cas la convention ferroviaire qui est signée entre l'État et Winning Consortium Simandou, et à terme, l'infrastructure sera dans l'escarcelle de l'État en termes de patrimoine. Donc je pense qu'il y a un rôle aujourd'hui important de l'ANAIM à jouer dans ce sens pour que l'État puisse réaffirmer sa souveraineté sur la mise en œuvre de ce gigantesque projet. Sinon, le projet risque d'être escamoté et que le seul perdant, ça sera bien sûr la Guinée. Les craintes de M. Amadou Ba sont très justifiées. Nous l'avons déjà vu au niveau des décideurs politiques occidentaux, australiens notamment, qui craignent déjà la domination de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement d'autres matières premières que sont le cobalt, le lithium et le nickel. Et donc, il est tout à fait justifié qu'aujourd'hui, il est tout à fait compréhensible d'observer un retour en force de Rio Tinto qui craindrait qu'une montée en puissance de ses partenaires chinois prenne le dessus sur le projet Simandou. Monsieur Hervé Lado, vos recommandations sur l'avenir de Simandou? Alors, un premier point concerne clairement la communication. C'est-à-dire, j'évoquais tout à l'heure l'opportunité de garder les citoyens guinéens informés régulièrement de l'avancement du projet, de l'avancement des négociations, des renégociations et des nouveaux engagements pris par les acteurs. Il faudrait que le calendrier soit clair pour tout le monde et les engagements le soient également. Donc, peut-être des rendez-vous périodiques, mensuels, trimestriels, d'échanges avec les communautés, la société civile, les citoyens au sens large, réalisés par le gouvernement et les partenaires dans ces projets,
pour construire la confiance. EnergyEye va publier au mois ce mois de mars un rapport sur le cobalt. Vous soulignez à juste titre, dans le cas de la RDC, on a vu comment des partenaires étrangers, notamment chinois, se sont engagés dans des accords secrets et qui sont de plus en plus dévoilés et qui ont mis en minorité le gouvernement congolais et les citoyens congolais dans la propriété, l'exploitation du cobalt qui va être incontournable dans la transition énergétique dans le monde et dont la RDC dispose d'à peu près des 2/3 des réserves et représente à peu près les 2/3 de la production mondiale. Si la Guinée devait s'engager dans ce projet en se laissant d'une certaine manière déposséder de son patrimoine en matière de minerais de fer, dans 5 ans, 10 ans, on se retrouvait dans la même situation que celle qu'on déplore en RDC aujourd'hui. Donc, les contrats sont déjà publics, ce qui est une très bonne chose en Guinée. Il faudrait aller un peu plus loin et rendre public, divulguer l'ensemble des données sur le plan environnemental et social, mais aussi sur les engagements pris aujourd'hui pour que les uns et les autres ne soient pas surpris plus tard d'éventuelles connivences qui auraient rendu le citoyen guinéen marginal dans la propriété et dans le bénéfice de cette richesse en Guinée. Monsieur Amadouba, Monsieur Hervé Lado, je vous remercie de votre participation. Monsieur Amadouba, membre de la société civile guinéenne d'Action Mine, si nos auditeurs veulent entrer en contact avec vous, comment ils font? Comment ils vous suivent sur les réseaux sociaux, sur Internet? Comment ils font? Nous avons une page Facebook, Action Mine Guinée, et nous avons un site internet avec l'adresse www.actionmineguinée.org. Nous avons également nos contacts à travers ce site internet. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, on a nos contacts sur la rubrique Contact de notre site. Monsieur Hervé Lado? Alors, EnergyEye a un site internet où toutes nos publications sont rendues publiques sur l'ensemble des pays que nous couvrons, y compris donc la Guinée, resourcegovernance.org. Resourcegovernance.org. Ou bien vous tapez juste sur un Google, vous tapez EnergyEye, NRGI, ou Institut de gouvernance des ressources naturelles, vous tomberez sur notre site internet et vous aurez accès à l'ensemble des publications de EnergyEye sur la Guinée et sur l'ensemble des pays que nous couvrons en Afrique et ailleurs. Monsieur Hervé Lado, Monsieur Amadouba, je vous remercie. Merci. Merci à vous, à bientôt. Aujourd'hui, le projet Simandou est à l'arrêt et les discussions entre le gouvernement guinéen et les compagnies minières sont en cours. D'ores et déjà, le Premier ministre guinéen Mohamed Beavogui avait écarté l'option d'une renégociation des contrats. Il avait évoqué une simple réorganisation du travail. Comme vous l'avez entendu, le principal point de discorde demeure la construction du chemin de fer transguinéen de près de 650 km qui doit traverser la Guinée du Sud-Est jusqu'à l'Est à Conakry. Alors que le consortium SMB Winning, dans lequel se trouve le chinois Shandong Weitiao, a déjà fait les études de faisabilité du chemin de fer exigé, le consortium Rio Tinto et Chinalco traîne encore des pieds. Après ce coup de poing sur la table du gouvernement guinéen, les sociétés finiront-elles par mutualiser leurs ressources autour de ce projet? Difficile à dire pour le moment, tant les enjeux financiers et économiques sont importants, non seulement pour l'État guinéen, mais aussi pour les Chinois et Rio Tinto. Pour rester à jour de l'évolution de ce dossier, n'hésitez pas à visiter notre site www.projetafriquechine.com. Vos commentaires et vos avis sont les bienvenus. Si vous avez des invités que vous voulez nous recommander, n'hésitez pas à nous écrire sur Afrique avec un K, afriquechine@chinaafricaproject.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, AfriqueChine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion.
Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.